va encore rester sur l'actualité mondiale avec ses réalités. Aujourd'hui, dans les relations internationales, on entend dire que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Le président américain Donald Trump, dont vous avez prédit le retour, le démontre, on dirait. Car même son slogan de campagne, c'était l'Amérique d'abord. Si vous étiez un dirigeant en face d'une puissance similaire, comment aurez-vous vous comporté avec lui sur le plan des menaces, des manipulations et chantages qu'il utilise souvent pour obtenir ses désirs? Cela peut m'étonner lorsque je t'entends dire si tu étais un dirigeant. Car en vérité, je suis bel et bien un dirigeant. Peut-être que ce que je dirige est encore méconnu de beaucoup, ou bien certains pensent que cela ne relève que du monde ghaib, l'invisible. Pourtant, même les cœurs, je les dirige et cela, je le sais pertinemment. S'agissant maintenant de Donald Trump, j'avais prédit son retour. J'avais pourtant affirmé qu'il n'avait aucun intérêt particulier pour que Haïb annonce son retour au pouvoir. Or, vous avez constaté qu'à travers le discours universel, son retour a été prédit. Si nous en avons parlé, c'est que cet événement fait bien partie des signes de Ahiruzaman, de la fin des temps. C'est en cela le rôle que joue le président Donald Trump dans cette époque. Il est venu pour uniquement déstabiliser. Telle est la nature même de sa politique. Actuellement, nous le constatons clairement à travers les mesures qu'il impose, notamment sur les tarifs douaniers. Il a déclenché une forme de guerre économique, si bien que dans toutes les régions du monde, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Russie, jusqu'en Chine, chaque pays cherche désormais les moyens de riposter à ses actions. Il est véritablement au centre de toutes les tensions, seul contre tous. Il a affronté le monde entier par ses décisions. Il n'est pas venu pour tisser des amitiés, mais pour défendre farouchement ses intérêts personnels et ceux de son pays. Et d'un côté, il a raison. Il dit l'Amérique d'abord, et cela est en soi compréhensible. Tout dirigeant devrait se soucier avant tout des intérêts de son propre pays, avant de penser à ceux des autres. C'est le conseil que nous adressons à tous les responsables d'État. Que chacun veille prioritairement sur les intérêts fondamentaux de sa nation, avant de tourner son regard vers l'extérieur. Mais maintenant, la véritable question est de savoir si agir comme lui serait bénéfique ou préjudiciable à long terme. Il est encore au début de son mandat, donc nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Pour ma part, si j'étais à sa place, je n'agirais pas exactement de la même manière, car tout pays doit avoir à l'esprit non seulement la défense de ses intérêts, mais également la situation de ses ressortissants, de ses citoyens, vivant à l'étranger depuis des années, voire des décennies. Il y a des manières de conduite qui feraient que ces expatriés pourraient subir des pressions, ou être confrontés à des conditions hostiles à leur survie. On peut certes diriger un pays avec la préoccupation constante de ses intérêts, mais sans jamais oublier que parmi ce peuple que tu proclames comme étant ton peuple d'abord, il y en a qui résident en dehors de tes frontières. Et si les autres nations les rejettent ou les persécutent en retour, cela pourrait engendrer de graves conséquences. Aujourd'hui, l'un des sujets les plus dominants sur la scène internationale est le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Et vous, Seydi Mohamed El-Cheikh, l'aviez prédit bien avant qu'il ne se produise. Ce retour a suscité la curiosité de nombreux journalistes. Nous souhaiterions donc vous interroger sur les répercussions potentielles de ce retour au pouvoir de Donald Trump. Selon vous, quelles en seront les conséquences sur l'échiquier mondial? Concernant Donald Trump, je vous avais déjà annoncé son retour au pouvoir, car aucune situation ne saurait nous surprendre. Pour ceux qui s'inquiètent, rappelons que Donald Trump a déjà passé 4 années à la Maison-Blanche, durant lesquelles il a mis en œuvre un programme politique qui a marqué les esprits. Si certains l'ont approuvé, d'autres en revanche l'ont farouchement critiqué. Quoi qu'il en soit, son premier mandat a permis de cerner ses orientations et sa vision politique. La question qui se pose désormais est la suivante. Reviendra-t-il sur la même ligne politique ou adoptera-t-il une approche différente? Connaissant sa personnalité et son mode de pensée, il est peu probable qu'il modifie fondamentalement ses convictions.
À l'instar du travail des psychologues dans le profilage des individus, nous avons une connaissance approfondie dans la nature intrinsèque des êtres humains. Trump est un homme constant dans ses croyances et ses actions, ce qui signifie qu'il restera fidèle à ses principes. Dans son discours, il a néanmoins un point que je salue particulièrement, sa position affirmée sur l'identité des genres. Il défend le fait que les hommes doivent demeurer des hommes et les femmes des femmes, sans qu'aucune autre identité ne vienne s'interposer entre eux. C'est une prise de position que j'apprécie et que je considère même comme un modèle à suivre pour tous les dirigeants du monde. Si cette approche était adoptée universellement, les lobbies LGBT finiraient par disparaître. L'audace dont il fait preuve pour exprimer ouvertement ses idées repose sur deux éléments fondamentaux, qui sont en parfaite adéquation avec un adage ancien. Celui qui détient à la fois la richesse et le pouvoir n'éprouve aucun complexe à affirmer ses pensées. Or, Trump réunit ces deux attributs puisqu'il est non seulement un multimilliardaire, mais également un homme d'État jouissant d'une influence considérable. Contrairement à la majorité des dirigeants, il n'hésite pas à exprimer sans détour ce qu'il pense. Quant à sa politique internationale et aux stratégies qu'il met en place, nous en avons une lecture éclairée. Lorsque Dieu veut réorganiser une situation, il le fait parfois en adoptant une approche qui, en apparence, semble destructrice. Or, ce n'est que l'interprétation humaine qui perçoit ces événements comme étant négatifs, alors qu'en réalité, il s'agit d'un processus divin d'organisation et d'ordonnancement. C'est pourquoi les véritables objectifs et la stratégie politique que Trump est en train de déployer à travers les accords qu'il signe et les lois qu'il fait voter ne tarderont pas à se manifester avec davantage de clarté. D'ailleurs, j'y reviendrai plus en détail lorsque nous aborderons la situation au Moyen-Orient. Comme vous avez annoncé le retour de Donald Trump, on peut croire à la probabilité qu'il puisse se confronter avec vous dans le cadre de sa mission, car cela correspondra à son nouveau mandat. Est-ce donc votre mission aura des relations avec le pouvoir américain? Effectivement, notre mission possède une dimension universelle, en lien avec tous les domaines et réalités de ce monde. À ce propos, je vais vous relater une anecdote remontant à ma jeunesse, qui s'inscrit dans le registre mystique. À l'époque, j'étais encore très jeune et je n'avais pas encore reçu la prophétie de ma mission. Nous étions bien loin de 2022, année de l'attribution officielle de ma feuille de route. En ce temps-là, je fis un rêve marquant, où je me trouvais dans le bureau ovale de la Maison Blanche. À ce moment, George Bush était le président des États-Unis. Dès mon entrée dans la pièce, j'ai étalé mon tapis de prière et accompli 2 unités de prière, AK, tandis que le président était en train de signer un document. Une fois la prière achevée, nous nous serrâmes la main et sortîmes ensemble à l'extérieur. En pointant le doigt, je lui indiquai le ciel d'où émanaient 3 traits lumineux, et je lui dis, c'est cela la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis ce rêve, il m'a été révélé intérieurement que ma mission aurait à un moment ou un autre un lien étroit avec les États-Unis d'Amérique. Et cela est logique, dans la mesure où ce pays occupe une position centrale dans le monde. Maintenant, dire que cette connexion sera de nature politique, mystique ou relationnelle, seul l'avenir nous l'enseignera, car la mission ne vient que de commencer. Dans le cadre de cette mission universelle, on a remarqué une rencontre des pays arabes sous la direction de l'Égypte, abordant le problème de la Palestine qui est en train de souffrir le martyre. Ces États arabes ont mis un plan d'action qu'ils considèrent comme une voie de sortie de la crise, différente du plan proposé par le président Donald Trump de déportation qu'il a qualifié de Riviera du Moyen-Orient comme un futur paradis. Également dans leur plan, ils n'ont pas impliqué le mouvement islamique du Hamas. Comment jugez-vous cette stratégie visant à apporter la paix en excluant le Hamas? Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette proposition, il faudra faire un procès historique. Si tu fais des analyses en arrière, tu verras que l'armée qui a été la plus soutenue en question de financement en Afrique par les États-Unis, c'est l'armée égyptienne. C'est la réalité.
L'armée à qui les États-Unis ont le plus donné de l'argent actuellement dans le cadre de l'aide, c'est l'armée égyptienne. Cela constitue donc un fait marquant à considérer. D'autre part aussi, si vous vous rappelez bien, il y avait un président qu'on appelait Mohamed Morsi, qui avait été élu démocratiquement. Et peu de temps après, on a vu qu'il a été renversé par un coup d'État, par un maréchal qui est toujours au pouvoir. Il était reproché à ce président déchu de faire partie des frères musulmans, qui, selon certaines sources, avaient des liaisons avec le Hamas. Donc le président Morsi a été destitué par la force des armes. Et celui qui l'a fait tomber est toujours au pouvoir. Nous constatons que les États-Unis soutiennent de nombreuses armées. Et en Afrique, l'armée qui bénéficie le plus des largesses américaines, c'est bien l'armée égyptienne. Donc les politiques égyptiens donnent des avis sur la gestion du conflit de la bande de Gaza en fonction de leurs intérêts. Ce que j'ai à leur dire sur ces propos, c'est que les Palestiniens ont un droit sur cette terre. C'est leur propriété. Personne ne leur a donné comme cadeau. Il n'y a aucun président ou aucune autorité, personne qui peut prendre une décision à leur place. Donc c'est leur terre. Et comme c'est leur terre, il leur revient de prendre les décisions qui conviennent à la bonne gestion de leur terre. Et ce qu'ils souhaitent, c'est mener une vie paisible, pouvoir cultiver normalement leurs champs, pratiquer leur religion en paix, vaquer librement à leurs occupations. C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, dire qu'on va régler le problème du Moyen-Orient, ou plus précisément de la Palestine, en disant je vais écarter le Hamas, ce sont les paroles de quelqu'un qui ne veut pas résoudre le problème. Parce qu'aujourd'hui, le Hamas est la seule branche politique et armée qui protège les peuples palestiniens plus que n'importe qui d'autre. Et le Hamas est composé de soldats. Donc les soldats ont le droit de faire des replis stratégiques. Ils auraient pu quitter la bande de Gaza, fuir la Palestine et s'installer dans d'autres pays arabes, comme cela leur avait été proposé. Mieux encore, on leur avait offert des passeports diplomatiques, la possibilité de voyager en toute sécurité à travers le monde, et même la suppression de leur nom de la liste noire des organisations terroristes établies par les États-Unis. Et pourtant, ils ont catégoriquement rejeté ces offres, affirmant haut et fort que tant qu'ils resteront sur la bande de Gaza, sur la terre de Palestine, ils continueront inlassablement à défendre leur peuple. Tu vois, il existe de nombreux aspects que les médias occidentaux omettent délibérément. Laisse-moi te dire, les membres qui composent réellement le Hamas, ceux qu'on désigne comme des soldats, ou pire encore des terroristes, sont en réalité des hommes et des femmes qui ont perdu leur mère ou leur père sous les bombes israéliennes, des survivants de bombardements ayant rasé leurs maisons et exterminé leurs familles. Ils sont très souvent seuls. Ce sont ces personnes grisées par la guerre qui se sont rassemblées pour fonder le Hamas, sous la direction d'un guide spirituel, d'un érudit, d'un savant islamique et véritable homme de Dieu, Cheikh Ahmed Yassine. Cet homme que l'on voyait constamment assis dans son fauteuil roulant incarne la dignité et la foi inébranlable. Aujourd'hui encore, si tu consultes sa biographie sur Google, comme ce que font nombre de jeunes en quête de vérité, tu constateras qu'elle a été délibérément falsifiée. Les agents de l'occupation ont travaillé à déformer son image, allant jusqu'à faire croire qu'il fréquentait des bars, alors qu'en réalité cet homme n'a jamais connu que l'apprentissage du Coran et sa transmission. La preuve irréfutable en est que le jour même de son assassinat, Cheikh Ahmed Yassine venait tout juste de sortir de la mosquée, après avoir dirigé la prière de l'aube et prononcé un sermon. Escorté par ses gardes du corps, toujours en fauteuil roulant, il fut la cible d'une frappe de drone. Lui, un homme âgé handicapé, fut tué sur le champ, ainsi que ses compagnons. Cela démontre que nous ne devons pas nous fier aveuglément aux médias occidentaux pour comprendre ce qui se passe réellement à Gaza ou en Palestine. Il nous faut scruter les événements sous le bon angle, avec lucidité et intégrité. Car aujourd'hui, je ne peux accorder ma confiance à l'Égypte, qui prétend s'occuper du dossier palestinien. Non, absolument pas. Si l'Égypte souhaite réellement jouer un rôle décisif
dans la résolution du conflit, la moindre des choses serait de lui demander si son armée, qui bénéficie de financements massifs en provenance des États-Unis, a cessé de recevoir ces aides. Si ces transactions ont effectivement été suspendues, alors nous pourrions envisager un engagement sincère de leur part. Dans le cas contraire, il serait plus sage de mettre ce dossier de côté. Rappelons-nous également de l'ancien président égyptien défunt, Mohamed Morsi, qui appartenait aux frères musulmans. On se souvient de ce qu'il disait de ses liens avec le Hamas, liens d'ailleurs pleinement assumés. Alors pourquoi vouloir aujourd'hui exclure cette organisation du processus de paix? S'ils veulent sincèrement la paix, il faut réunir toutes les parties autour d'une même table et engager un dialogue franc et inclusif. Car tant qu'il s'agira d'instaurer une paix durable dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, nul ne peut faire abstraction du Hamas. Ce sont eux, en vérité, les véritables soldats qui protègent et défendent le peuple palestinien.